Bonjour à tous les amis, bienvenue sur CryptoFort, cette actualité crypto, donc numéro 56. Avant toute chose, je vous souhaite une très belle, merveilleuse année 2024. J'espère que ce sera une bonne année pour vous, pour vos familles. En tout cas, je vous souhaite vraiment que du bonheur et que des bonnes choses, plein de réussite, même sur l'aspect donc du coup des cryptos hein, et même économique pour 2024. En tout cas, plus que 2023, quand on voit le bazar que ça a été en 2023 sur le plan économique et géopolitique. Voilà. Bon, bah écoutez, le but de cette vidéo, c'est comme d'habitude, hein, on va parler des projets crypto en premier lieu et notamment donc du VeChain, XRP, VV Digital Collectible. Je ne parlerai pas des autres projets parce qu'il n'y a pas eu trop de. Vous savez, ça a quand même été calme au niveau des annonces, etc. Là, pendant Noël, hein, bah forcément, les gens sont en vacances. Mais on a eu des nouvelles quand même intéressantes sur les projets là, que je vais vous présenter, enfin vous faire les mises à jour quoi. Et ensuite, en fin de vidéo, on passera à l'actualité crypto plus générale et économique. Et là, par contre, il y a des choses à dire très intéressantes et très prévisibles aussi également, hein. Donc, vous en avez déjà parlé, vous verrez hein, dans les dernières actualités crypto. Bon, bah écoutez les amis, c'est parti. Mais avant ça, je vous rappelle également que je ne suis pas un conseiller financier ni en investissement, très important, que tout ce que je dis, c'est à titre informatif uniquement. Allez, c'est parti. Donc on va commencer avec le VeChain, les amis, notamment un tweet de la fondation VeChain qui fait référence à un autre tweet, hein, vous voyez, de Make, qui fait partie également donc, de toute la communauté, je dirais plutôt VeChain, qui faisait partie également des administrateurs de la communauté VeChain juste avant, enfin bref, ça a un peu bougé. Mais du coup, cette personne-là donc, a effectivement mis la main sur toute l'activité, par exemple, de Walmart au niveau, parce que vous savez que la fondation VeChain a un partenariat officiel avec l'entreprise Walmart, hein, donc très grosse entreprise, un peu à l'image d'Auchan, des supermarchés, etc., mais à l'échelle bien plus XXL, hein, si je puis dire. Auchan, c'est des petits gabarits comparés à Walmart, qui sont vraiment à l'échelle mondiale. Et donc, ben, là, je vais vous montrer donc, la screenshot, l'image de tout cela. Et donc, en fait, là, vous avez l'évolution des transactions, c'est-à-dire l'utilisation de la blockchain VeChain, c'est-à-dire VeChain Tor, par Walmart. Et donc là, on a atteint donc, un total de 200 millions de closes. Donc c'est une énormité. Donc pour ça que j'ai un grand jour là pour la fondation VeChain, pour l'écosystème du VeChain. Et uniquement en une journée, vous avez eu 1 million de closes. Dernièrement là. Et en fait, ce qui se passe, que vous voyez au niveau de l'évolution globale de l'utilisation de la blockchain VeChain Tor par Walmart, eh bien au début, c'est-à-dire entre 2018 et 2020, allez, milieu 2020, il y avait une utilisation très faible, voire inexistante, puisque le partenariat déjà a été officialisé en 2019, déjà c'est normal, qu'en 2018 il n'y a pas eu d'activité. Et après, entre 2019 et 2020, il ne s'est pas passé grand-chose, hein, on le voit là sur le graphique. Et à partir du milieu 2020, on voit que là, déjà, il y a eu une augmentation hein, des clauses, mais ça a eu une explosion derrière, plutôt entre fin 2022 et toute l'année 2023. Donc on voit qu'au fur et à mesure du temps, en fait, il y a une explosion tout simplement de l'utilisation dans le monde réel, hein, quelque part, parce que Walmart, s'ils utilisent le VeChain, bah, c'est pas pour enfiler des perles, hein, c'est pour scanner notamment des codes barres, c'est pour tracer leurs produits en temps réel, pour améliorer leur système de production, de qualité, de traçabilité, etc., en temps réel pour leurs marchandises, en fait. Tout simplement. Et tout ça, bah, on voit qu'il y a une utilité, et bah, Walmart ne l'utiliserait pas si ce n'était pas utile, puisqu'en plus, ils intensifient leur utilisation. Donc ça veut dire qu'on imagine, ça peut être plusieurs magasins ou des magasins qui adoptent la technologie et que ça a commencé par quelques magasins Walmart et que là ils voient que ça marche et donc ils sont en train bah, de généraliser le processus un peu dans tous les magasins Walmart à travers le monde. Pourquoi pas? En tout cas, on peut l'imaginer comme ça. Mais en tout cas, ce que ça révèle, et cela, ça va tout à fait dans la veine de, là je repasse au tweet de VeChain qui faisait référence à ça, c'est qu'il disait qu'effectivement, vous avez 200 millions d'instances de produits réels, donc traqués, on va dire, suivis, notamment par les meilleures, enfin, plus grosses compagnies, enfin, entreprises à l'échelle mondiale. Donc là, ils font référence à Walmart. Et donc, sur VeChain, tout ça sur VeChain, et tout ça sur la blockchain du VeChain, c'est-à-dire VeChain Tor.
Et donc là, il dit notre technologie est mature, permet de réduire les coûts simplement, est scalable et surtout est prête dans une échelle du monde réel. C'est ça qui est très intéressant avec VeChain, ce que je dis depuis toujours, hein, c'est que c'est un des rares projets VeChain où il y a vraiment une liaison entre l'aspect spéculatif, alors, on va pas se mentir, hein, toutes les cryptos, il y a un aspect spéculatif, même le Bitcoin. Vous avez un aspect industrie, entreprise, non pas toutes les autres crypto-monnaies, et vous avez surtout une utilité réelle, c'est-à-dire avec des produits réels, le flux digital, etc. Et je pense que VeChain, c'est un des très rares projets dans le domaine crypto qui assimile un petit peu tous ces éléments-là, en touchant également en plus les particuliers. Parce que les particuliers, eux, bah, comme nous, hein, on a, enfin, si on connaît le VeChain, c'est plus pour les tokens, le VTHO, etc. Voilà, alors que les entreprises, elles connaissent le VeChain vraiment pour la mise en place en temps réel, comme Walmart, on le voit bien, de la solution VeChain sur leurs produits, et sur leurs services, surtout au sein de leur entreprise. Voilà. Mais surtout, ce que j'ai trouvé très intéressant là, dans le tweet de VeChain, c'est qu'ils disent nous sommes prêts pour la régulation. Donc on voit bien que là, VeChain, ils sont vraiment chaud patate, on va dire, pour le 2024 et qu'il prévoit directement déjà une masse d'adoption qui va suivre pour le VeChain, mais également surtout pour la blockchain. Voilà, je trouve ça intéressant, je voulais vous partager ça, c'est la bonne nouvelle, si je puis dire, de début d'année 2024. On commence par les bonnes nouvelles, vous verrez qu'après, dans les actualités crypto-économiques, bon, on en parlera, mais c'est un peu moins bien, quoi. Bon, ensuite, deuxième information sur VeChain, les amis. Donc là, on a tout simplement fait intéressant, hein, décrit par VeChain, c'est que 2024 est l'année du VeChain et de la blockchain, donc pour l'adoption de masse et surtout pour une nouvelle entrée en fait en phase d'adoption, si je puis dire. Et donc là, ils visent vraiment le monde réel. Et donc tout ce qui se passe avec Walmart, notamment, je vous remonte Walmart, eh bien, on peut imaginer que VeChain sont en train de le mettre en place pour énormément de partenariats et qu'ils ont déjà une stratégie là-dessus. Voilà les amis, donc je vous invite, hop, ce sera tout pour VeChain. Aujourd'hui, je vous invite à voir la vidéo juste là pour en savoir plus sur le VeChain. Il faudra jamais mettre à jour un de ces quatre, mais là, j'ai pas le temps vraiment. Donc désolé pour ça, mais déjà il y a les bases, on va dire, pour ceux qui ne connaissent pas le projet. Et puis sinon, on passe à la suite, les amis, c'est-à-dire VV Digital Collectible. Donc on va commencer par quelques drops. Alors il n'y en a pas eu non plus énormément là en décembre, ça a été plutôt des drops sur des comics, c'est-à-dire des bandes dessinées. Donc je ne les ai pas toutes listées parce que bon, j'en mets quelques-unes, on va dire les meilleures, les plus notables, notamment avec Spider-Man 2, comme vous pouvez voir ici, qui sort aujourd'hui en plus, vous voyez, avec les variantes que vous pouvez voir ici. Donc je rappelle que c'est des bandes dessinées que vous pouvez lire, hein, qui sont des NFT et que vous pouvez lire en réalité augmentée en plus. C'est la particularité du projet VV, c'est de assimiler, enfin de mixer plutôt les NFT avec la réalité augmentée et le phénomène de collection des bandes dessinées, mais également des collectibles digitaux en 3D. Allez, je continue avec un autre drop, les amis. Donc cette fois, c'est un drop de figurines, hein, de collectibles 3D digitaux sur les Marvel Mighties, des X-Men notamment. Donc, vous pouvez voir Wolverine, il y a Tornade, je crois. Bref, je connais pas tous moi au niveau des noms, mais vous voyez tous les personnages un peu notables des X-Men, Professeur Xavier, bref. Voilà, donc tout ça sort le dimanche, pardon, 7 janvier pour votre information. Donc là, on voit vraiment que ça continue au niveau des drops. Et puis sinon, bah, écoutez, on va passer plutôt maintenant à la phase entreprise et commis. Donc là, je vous ai montré quelques drops pour la forme, mais ce n'était pas le plus important. De toute façon, les drops, il faut aller sur l'application VV et de voir ce qu'il y a. Mais maintenant, ce qui devient très intéressant, c'est plutôt le côté du démarrage de la saison, première saison du Omi Reward. Donc, c'est-à-dire depuis le 1er janvier, ça y est, officiellement, il y a la première saison du Omi Reward qui a démarré. C'est-à-dire que si vous avez stacké, enfin, déplacé vos tokens Omi jusqu'à un maximum de 10 millions, hein, il me semble, sur le portefeuille dédié, eh bien, vous recevrez en échange des tickets de bronze, hop, que je vous montre ici, voilà, les tickets de bronze qui ont été implémentés sur la plateforme VV, sur l'application VV. Et donc, le principe, ce sera maintenant que si vous avez
ces tickets de bronze, et bien en échange, vous pourrez tout simplement accéder à des avantages VIP, si je puis dire, ou des drops particuliers, etc. Voilà. Que les autres clients de l'application VV n'auront pas forcément accès s'ils n'ont pas des tickets de bronze ou s'ils ne veulent pas les dépenser, parce que vous aurez la possibilité de ne pas dépenser de tickets de bronze pour certains événements si ça ne vous intéresse pas. Donc c'est assez intéressant également là-dessus. Donc on voit que ça commence à avancer, l'utilité du token OMI au sein de l'application, au sein du projet de façon globale. Et sinon, je vous montre également donc une autre information, là cette fois postée par Randy Chavez. Alors Randy Chavez, c'est un membre, un des premiers créateurs de contenu, si je puis dire, sur l'application VV, au niveau de YouTube, mais même sur Twitter, etc. Vous le voyez. Et il est suivi donc par VV Digital Collectible. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il fait beaucoup de, on va dire, de conférences, de visioconférences, de Zoom avec notamment les équipes de l'application VV et même de David Yu. Il connaît directement David Yu. Et donc, à travers l'une de ces dernières visioconférences, Randy Chavez a appris qu'effectivement, le premier drop lié au MCP, c'est-à-dire au point du Master Collector Programme, serait imminent. Donc, ça voudra dire que, ça y est, un des prochains drops du MCP permettra aux personnes qui ont des points de MCP de dépenser ces points pour accéder à des avantages, à des drops spécifiques, ou même dépenser leur ticket de bronze, comme je vous l'ai montré avec le OMI Reward. Tout ça fait partie d'un même package, si je puis dire. Alors là, je vous donne un exemple, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc là, vous avez une personne qui s'appelle donc Larocque, il y a son profil. Donc elle est membre de l'application VV depuis 2021 et elle a accumulé au total 173 679 points du Master Collector Programme, du MCP. Et donc, elle a un rang de 32. Bon, ça, c'est les niveaux de classement par rapport aux autres utilisateurs, etc. Donc, elle a un niveau 32 et elle a un niveau master également. Bref, voilà. Et donc, bah, ça veut dire que cette personne-là, dès qu'il y aura un drop du MCP, elle aura la possibilité, si par exemple, il faut dépenser 50 000 points pour accéder à un drop exclusif, et pour être sûr qu'elle puisse acheter son NFT, eh bien, voilà, elle pourra dépenser 50 000 points ou 1000 points. Enfin, je dis ça un peu au pif, hein, ça peut être 1000 points, j'en sais rien encore. 500 points, 10 000 points, on verra. Voilà, mais le principe, en tout cas, ce sera celui-là. Et maintenant, les amis, donc dernière petite info pour terminer vraiment sur ce projet-là. C'est vrai qu'on a vraiment un phénomène qui est en train de c'est étonnant à voir, hein, c'est aussi c'est intéressant aussi, je trouve, à voir, c'est qu'on a vraiment une fracture dans la communauté entre surtout les investisseurs et les clients. Vous avez les investisseurs qui eux, ont investi surtout dans le token OMI, qui lui est en chute libre, il faut le dire, hein, et toute transparence, au niveau des prix hein, depuis 3 ans. C'est vraiment la descente aux enfers pêcheurs pour ce projet, il faut le dire, sur ce token. Et c'est vrai que bah, les investisseurs sont vraiment en colère sur cet aspect-là, mais à un point vraiment phénoménal. Et de l'autre côté, vous avez les personnes qui soit croient en projet malgré la chute du token, mais surtout vous avez les clients. Et donc là, c'est là où on voit, donc vous avez ce tweet qui a vraiment résume très bien la chose. Ça, je vous le montre. C'est un tweet de Date Bunny, comme vous pouvez voir ici. Et là, il met VV is dead. Mais en fait, c'est pour rigoler. C'est-à-dire que c'est ce qui sort souvent de la part des investisseurs en colère. Ils disent, ouais, le projet est mort, VV is dead, il faut sortir, bref, il faut vendre ce que vous voulez. Et en fait, là, la personne dit VV is dead et dit Digital Entertainment with Amazing Drop. Donc, c'est voilà, pris au contre-pied, donc pour rigoler. Donc ça veut dire en fait actifs digitaux au top avec des drops géniaux quoi, ou super. Donc très loin de dire le projet est mort. Et en fait, il se base sur simplement cette photo-là de l'activité du marché pris tout simplement sur le vvfeed.com, c'est-à-dire derrière avec la blockchain, etc. Et vous avez tous les chiffres mathématiques liés à l'activité du marché sur l'application VV. Et donc ça, c'était une image postée donc en décembre, hein, du 28-29 décembre 2023. Donc bon, c'est extrêmement récent, hein, c'était quelques jours, même si c'était l'année dernière en fait. Et donc du coup, dans cette activité du marché, on voit quand même que vous avez donc eu 90 000 mints de la part de l'application VV, c'est-à-dire avec les nouveaux drops qui sont sortis, mais tout confondu, c'est-à-dire les bandes dessinées, les collectibles 3D, etc.
Vous avez 17 774 portefeuilles, c'est-à-dire clients actifs. Et quand je dis actifs, ça veut dire que soit ils achètent, soit ils postent un contenu sur le réseau social de VV, etc. Et donc là, vous avez une baisse de 0,3%, donc bon, pas grand-chose, hein. Et surtout, là, on a un chiffre quand même phénoménal, c'est au niveau des sales, enfin des ventes de gemmes, c'est-à-dire la monnaie donc, qui est en vigueur sur l'application VV, c'est-à-dire que vous achetez des gemmes pour acheter derrière des collectibles 3D. Mais derrière le gemme, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le OMI. Enfin, c'est ça que les gens enfin, peut-être ne comprennent pas, c'est que là, quand on voit ce chiffre d'affaires de 2 228 909 dollars, c'est que derrière, ça a été fait grâce en fait à l'achat de OMI. Parce que quand vous achetez des gemmes, vous achetez quelque part des OMI derrière. Au niveau, mais ça, les utilisateurs de l'application ne le savent pas. Donc ça veut dire que l'utilité du OMI, quand j'entends les investisseurs qui grondent, qui sont en colère, et je les comprends tout à fait, c'est pas chouette de voir son portefeuille se faire descendre en flèche à cause du OMI. Alors ça fait 3 ans que c'est en baisse. Mais derrière, il faut comprendre qu'il y a bien quand même une utilité intrinsèque à l'application VV, même s'il n'y a pas d'utilité visible. Eh bien, la tokenomics en fait de l'application VV, elle ne pourrait pas exister sans le token OMI déjà. Et quand on voit que l'application VV avec 17 000, on va dire, portefeuilles actifs, elle est capable de faire par mois 2 millions de dollars, en plus, mais franchement, c'est du jamais vu. C'est-à-dire, c'est par exemple une application basique, une entreprise de 15 personnes en France, si elle arrive à faire déjà 200 000 par mois de chiffre d'affaires, c'est une énormité. Eux, ils arrivent à faire 2 220 000 dollars de chiffre d'affaires en un mois. Donc ça, déjà, il faut réaliser qu'au niveau de la viabilité d'une entreprise, c'est énorme. Rien que ça. Avec les transactions derrière, après, il y a une petite augmentation en plus. Bon, ça, à la limite, on s'en fout. Déjà, ils arrivent à faire ça, c'est déjà bien. Donc pour vous dire que déjà on a la viabilité financière, elle est là pour le projet, et donc comme ils ont la viabilité financière, ils peuvent développer très facilement en fait les projets derrière qui veulent lever vers, tous auront les moyens. Et les compétences, bah, on espère en tout cas à ce niveau-là. Mais pour vous dire que je trouve que c'est dommage du coup, après je le dirai plus, c'est-à-dire là c'est la dernière fois que je m'appesantis sur cette guerre un peu entre investisseurs et collectionneurs, c'est que vous n'avez pas vraiment forcément le même profil. Là, on voit que les portefeuilles actifs, c'est les gens qui achètent, qui collectionnent sur l'application VV. Et c'est là où on voit la force du projet, c'est que malgré la hype inverse qu'il y a sur ce projet-là, c'est-à-dire à cause du OMI et de la chute des prix, vous avez quand même un gros noyau de personnes qui, eux, franchement, ils n'en ont rien à faire. Ils continuent d'acheter des collectibles 3D sur l'application VV, mais parce que derrière, il y a une utilité de divertissement. Et là, on en revient un peu, totalement rien à voir, mais dans un système parallèle, un peu à l'utilité, par exemple, du VeChain, dont on a parlé, l'utilité du XRP, on va en parler derrière. Mais là, donc vous avez VeChain, c'est la supply chain, XRP, c'est les paiements transfrontaliers, et là vous avez VV, c'est les divertissements, l'aspect de collection, l'émotion derrière, parce que vous avez des personnes qui achètent parce qu'ils sont fans. Enfin, donc ça touche quelque chose déjà, et ça, quand vous le voyez juste ça, vous comprenez que ce projet, déjà, il est viable. Donc, s'il est viable sur le long terme et que là, il va gagner encore de l'argent avec un petit portefeuille d'actifs comme ça, enfin, il n'y en a pas beaucoup, hein, 17 000 personnes à l'échelle mondiale, c'est rien du tout. Donc ça veut dire que la marge potentielle, enfin, imaginez que demain il y ait 1 million de wallets comme ça actifs. 1 million, c'est rien à l'échelle mondiale. On est 8 milliards. Et 1 million de fans de Marvel d'une licence, par exemple, même de Harry Potter. Je pense qu'il y a plus d'1 million de fans de Harry Potter dans le monde. Donc si vous avez 1 million là, de portefeuille actifs, mais je vous laisse même pas imaginer le bordel littéral sur les transactions, les ventes de gemmes et donc de burn de OMI. Enfin voilà. Et ça sans compter l'utilité du OMI qui va arriver en 2024. Voilà. Donc c'est. Après, chacun se fait son opinion, mais moi, en voyant ces chiffres, mon opinion elle est faite en fait. Personnelle sur ce projet, vous l'avez compris, parce que je ne me base que sur des chiffres et surtout sur des projets long terme. Vous l'avez compris, avec la viabilité financière d'une entreprise, tout ça c'est très important. Et après, est-ce que le projet va réussir? Ben, on n'en sait rien. C'est pour ça que
Je dis chacun a son propre avis. Et ça se trouve, je me trompe totalement et que dans 6 mois, on va apprendre que le VV va couler, fermer, ou même qu'il y a la régulation qui arrive au milieu et qui interdit les NFT, pourquoi pas? Ça, c'est une éventualité. Donc, c'est bien. Voilà, chacun son avis, quoi. Allez, les amis, je continue. Toc. Boum. Je vous mets juste la description du projet en vidéo si vous souhaitez ici. Et puis sinon, bah, écoutez, je vais continuer avec le XRP et Ripple. Boum. Donc, vous voyez, donc là, on a un tweet de l'entreprise Ripple. Vous avez donc 97% des leaders dans tous les systèmes de paiement qui pensent que la blockchain et les actifs digitaux auront un rôle significatif dans tout ce qui est l'amélioration de la rapidité des paiements d'ici les 3 prochaines années. Donc là, c'est carrément ça. Donc, si on lit, en fait, entre les lignes, qu'est-ce qu'ils disent là, Ripple? Ils disent que 97% des leaders de paiement pensent en fait que tout ce qui est la blockchain et les actifs digitaux, mais en fait, tout ce qui est Ripple et le XRP, en fait, auront un rôle significatif d'ici les 3 prochaines années dans tout ce qui est les paiements transfrontaliers. Donc en fait, ils sont un petit peu, ils jettent un peu des fleurs au passage, mais bon, c'est normal, hein, c'est leur rôle. Et puis là où ça devient intéressant, c'est effectivement, j'ai un premier commentaire là je suis vraiment totalement d'accord, c'est XRP sera le nouveau standard de People Market Crypto. Et je pense que c'est vraiment le terme qui en ressort en fait, c'est qu'on a vraiment imaginé un monde en train de basculer entre un monde moyenâgeux au niveau des paiements transfrontaliers avec, il faut le dire, hein, le réseau SWIFT bancaire, qui est, on va en parler, qui est totalement obsolète désormais par rapport notamment au XRP et à la solution du Ripple Payment qui est sortie notamment en décembre, donc du moins qui est imminente, parce qu'elle a été annoncée en décembre, mais après le temps qu'elle se mette en place réellement et tout, il peut y avoir du temps, donc en 2024 en tout cas, elle sera sûrement opérationnelle. On va en reparler. Ensuite, là où c'est très intéressant, je vous le montre vraiment juste, je vous montre cette dernière information pour Ripple là, avant de passer aux articles de Ripple et tout, eh bien, c'est qu'ils disent qu'il y aura un boom de l'utilité en 2024. Donc, ils disent, nous attendons en fait à ce que tout ce qui est l'aspect du focus des particuliers, des entreprises sur les problèmes du monde réel avec leurs solutions, eh bien, va tout simplement augmenter en 2024. Et il y aura un changement peut-être de paradigme social. Parce que tandis, là, c'est écrit ici, tandis que beaucoup ont précédemment en fait, enfin, sont focalisés vraiment sur l'aspect spéculatif des choses, des cryptos, etc., de la blockchain, les utilisateurs vont désormais, maintenant, eh bien, rebouger sur tout ce qui est l'aspect réel, en fait, des choses et des solutions, des projets avec des solutions réelles par rapport à des problèmes réels. Et là, eux, ils parlent notamment de l'utilité des paiements. Donc, ils se font encore des fleurs, hein. Ils ne disent pas la blockchain, ils disent les paiements. Donc, ils parlent directement de leur secteur à eux. Donc, on l'a compris. Après, je vous montrerai un article de Coin Tribune où il résume très bien, effectivement, la solution du Ripple Payment et qu'est-ce que ça apporte par rapport au réseau Swift bancaire notamment. Et donc, c'est totalement en adéquation avec ce que dit ici Ripple pour l'utility boom de 2024, mais surtout ce que ça révèle, c'est là où c'est intéressant, ça rejoint un peu ce que dit Betchen, donc ce que je vous ai montré au début là, avec Walmart et tout, c'est que on est en train de changer peut-être en 2024, on est en train d'assister un peu à ce qui s'est passé avec Internet dans les années 2000. Donc Internet, vous avez une évolution plus ou moins lente, fulgurante, je dirais entre les années 60 et 2000, le temps que Internet soit créé, puis après, à la base, c'était un système donc militaire. Et puis après, c'est devenu dans les années 90 un système civil. Donc, tu as basculé dans le civil. Et entre les années 90 et 2000, vous avez eu une explosion des startups d'Internet dans les télécommunications, dans tous les secteurs liés de près ou de loin à Internet, au point que dans les années 2000, vous avez eu une bulle spéculative qui a explosé pour le marché Internet et vous avez des milliers de startups d'entreprises qui sont fait lessiver. Et là, c'est un peu ce qu'on... Enfin, j'avais fait déjà une vidéo il y a longtemps, il y a quelques mois, enfin l'année dernière, sur justement cet aspect-là, où je comparais le secteur crypto avec le secteur Internet des années 2000. Et on est totalement dedans, parce qu'aujourd'hui, le marché crypto il est totalement sursaturé avec des projets
bidons, hein, faut le dire, notamment les shitcoins. Les shitcoins, je crois que vous avez plus de 10 000 crypto-monnaies, mais en termes de crypto-monnaies vraiment intéressantes, je pense peut-être les 100, il y en a peut-être 100, 200 cryptos vraiment qui sortent du lot, si je puis dire. Voilà, plus ou moins. Et les autres, on avait des très intéressantes, mais bon, c'est qui tout double. Et puis après, derrière, vous avez des milliers de cryptos qui ne servent littéralement à rien, que c'est du vent, et que quand vous achetez ce genre de crypto, c'est uniquement du spéculatif. Mais il n'y a rien derrière. Et donc là, ce que disent un peu VeChain à la fois et XRP Ripple pour 2024, c'est qu'ils prévoient que les gens qui spéculaient beaucoup, les entreprises qui spéculaient beaucoup euh, sur l'aspect crypto dans le sens général, sur le plan des shitcoins, etc., et bien derrière, il va y avoir un changement de paradigme et les gens vont plutôt se rattraper, se focaliser sur les projets avec une utilité réelle, en fait. C'est-à-dire que là, ils disent, quelque part, on va peut-être avoir une bulle spéculative où tous les projets qui ne tiennent pas vraiment la route se feront lessiver, tôt ou tard. Donc ça, c'est plutôt logique. Et ce qui est étonnant, c'est que ça, normalement, on aurait dû l'avoir durant le bear market, ce genre de discours. Et là, on l'a. Ils nous font ce genre de discours maintenant, alors qu'on a l'aube du bull run. Ce qui n'est pas logique au niveau de la bulle spéculative. Enfin bref, c'est vraiment ce que j'ai noté là. Mais pour les deux projets en plus, je trouve que ça fait un peu beaucoup quand même d'un coup. Bon, après, on verra, hein, ils disent ça pour prêcher leur paroisse aussi. Donc. Mais je trouvais quand même intéressant, mais en tout cas, tôt ou tard, je suis plutôt d'accord avec eux, c'est qu'il y aura un remaniement, c'est-à-dire que les gens en auront marre de se faire avoir avec les shitcoins qui se font défoncer et préféreront miser vraiment dans les beaux projets, donc il n'y aura plus de shitcoins à un moment ou à l'autre. Pourquoi pas? Allez, je vous montre un autre article, voilà, donc de Coin Tribune sur le Ripple et XRP. Donc Ripple réinvente les paiements IT transfrontaliers. Et donc là, c'est un article de Coin Tribune qui date du 3 janvier 2024, c'est-à-dire hier. Donc Ripple ne lésine pas sur les moyens pour débuter cette année 2024 avec le plus d'innovation possible. Cette fois-ci, l'exchange crypto entend révolutionner les paiements transfrontaliers dans le secteur informatique, avec notamment le Ripple Payment. Et en fait, ce qu'ils disent dans leur article, Coin Tribune, que j'avais déjà expliqué donc, il y a peut-être un mois, au moment où en fait, Ripple avait annoncé justement Ripple Payment, donc je vous le rappelle là pour 2024, c'est que Ripple Payment permet tout simplement d'assurer des paiements instantanés, transfrontaliers, donc quasiment, avec des coûts peut-être divisés par 10, voire même 100 par rapport au réseau SWIFT bancaire, et surtout sans problème administratif. C'est-à-dire que je rappelle que le système du réseau SWIFT actuel, c'est déjà un système qui est basé sur la volonté de l'être humain. Enfin, c'est-à-dire que pour valider une transaction bancaire, il faut un employé qui est dans une banque et donc qui travaille en jour ouvrable. Donc déjà la nuit, le week-end, c'est mort. Et surtout derrière, il peut même y avoir des erreurs. Et notamment, je crois que dans l'article de Coin Tribune, ils indiquaient que les erreurs étaient de l'ordre de 4 à 6% de possibilités sur l'ensemble des transactions transfrontalières effectuées tous les ans. Donc, ce qui se passe, ça veut dire que là, avec l'aspect automatisé du Ripple Payment dans cet aspect-là, déjà, il n'y aura plus d'erreur au niveau administratif et il n'y aura plus besoin d'attendre qu'il y ait l'employé qui soit peut-être disponible pour effectuer la validation de la transaction au niveau bancaire. Voilà. Donc, tout ça fait que on arrive à une échelle où, en plus, avec le réseau SWIFT bancaire, comme c'est différent au niveau de la durée d'un coin à l'autre du globe, vous n'aurez plus de problème par exemple, en Europe du Nord, je crois que la durée moyenne d'un paiement par transaction de réseau SWIFT bancaire, c'est entre 10 et 20 minutes. Et en Russie, en Afrique et tout, ça peut prendre plusieurs jours. Donc là, déjà, également, il y a des entreprises qui, à ce niveau-là, sont déjà pénalisées même sur leur business commercial international, même au niveau de la mondialisation, parce qu'il n'y a pas les mêmes niveaux au niveau du réseau SWIFT bancaire sur les avantages et les inconvénients, par exemple. Voilà. Bon, donc c'est pour ça que Ripple et le XRP, là-dessus, sont carrément plus qu'une utilité, ils sont une révolution tout simplement du réseau SWIFT bancaire, hein. Voilà.
Et c'est très bien dit, notamment là dans cet article, avec la solution Ripple Payment, qui arrive en 2024. Bon, bah voilà les amis, donc ce sera tout pour Ripple et le XRP. Je vous invite à voir la vidéo ici si vous voulez savoir plus sur le projet. Et puis sinon, bah écoutez, on passe à la suite, c'est-à-dire aux actualités crypto plus générales. Donc, premier article donc, de cryptost.fr, donc le Nasdaq, le New York Stock Exchange et d'autres acteurs boursiers ont rencontré la SEC, donc la Securities Exchange Commission, pour évoquer les ETF Bitcoin Spot, donc aux États-Unis, tout ça bien évidemment, dans le cadre bien évidemment des ETF Bitcoin Spot, vous savez, demandés par BlackRock, Fidelity et tous les gestionnaires d'actifs aux États-Unis. Et donc là, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, hein, on a de plus en plus de signaux comme quoi que les taux se resserrent sur la SEC, sur justement l'obligation qu'elle dise pour sa part, hein, si oui ou non elle approuve les ETF Bitcoin Spot. Donc là, il y a de plus en plus de monde qui prévoit que la SEC sera obligée d'approuver les ETF Bitcoin Spot, parce qu'il y a trop de pression à l'échelle économique de la part notamment des gros poids lourds comme BlackRock et tout, qui dirigent le monde de la finance. Et donc les politiques devront s'aligner. Et donc comme les politiques dirigent la SEC, bon bah en gros la boucle est bouclée, hein, entre guillemets. Mais d'autres sont plus sceptiques et disent que là ça prend quand même du temps et que voilà. On verra, mais en tout cas, le fait que la SEC rencontre Nasdaq, New York Stock Exchange, c'est quand même une bonne nouvelle parce que si elle avait prévu de refuser l'ETF Bitcoin Spot, bah, elle n'aurait pas eu besoin d'aller voir le Nasdaq ou le New York Stock Exchange, que ce seront les marchés boursiers qui accueilleront, si vous voulez, les ETF Bitcoin Spot. Bon. Donc pourquoi aller voir, enfin, les personnes qui mettent en place ce genre de choses si vous n'avez pas l'intention d'approuver ce genre de choses sur leur plateforme? Enfin bref, pas logique quand même. Bon, donc là, c'est quand même un signal plutôt positif vers le ETF Bitcoin Spot. Mais après, j'invite vraiment tout le monde à rester prudent à ce niveau-là, à ne pas s'emballer, qu'il peut toujours y avoir un retournement de situation. Là, la foudre qui tombe, ça se trouve, la SEC n'approuvera pas les ETF Bitcoin Spot. Ça ne m'étonnerait pas. Pour vous dire vraiment le genre de personnage qui est en face, là, de nous, hein, je ne serais vraiment pas étonné qu'il soit capable de le faire, de dire non contre tout le monde, contre vents et marées. Bon, voilà les amis. Mais bon, pour l'instant, franchement, ça va. C'est plutôt bien parti, en tout cas pour au niveau de la partie visible de l'iceberg. En tout cas, c'est sûr. Ensuite, j'ai un article de coins.fr. Goldman Sachs, acteur clé des ETF Bitcoin de BlackRock et Grayscale, point d'interrogation. C'est un article du 4 janvier 2024, donc de aujourd'hui, ce matin. Et donc là, effectivement, fait très intéressant dans les ETF Bitcoin Spot. Je ne saurais pas vous dire si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Enfin, concrètement, hein, c'est que là, on voit que les banques sont en train de devenir, plus que les acteurs clés des ETF Bitcoin Spot, elles veulent devenir des AP. Les AP, c'est tout simplement, entre guillemets, des intermédiaires et donc des arbitres. Enfin, moi, ce que j'appelle ça comme ça, des arbitres, pour tout ce qui est les ETF. Et donc, c'est déjà le cas, notamment pour les ETF de tout genre, hein. Vous avez des dizaines, ce qu'on appelle des AP, c'est-à-dire généralement des banques, qui font office d'intermédiaire entre les gestionnaires d'actifs qui proposent l'ETF et également les plateformes boursières du New York Stock Exchange, etc. et les particuliers, les institutionnels, surtout les clients, quoi. Voilà, et en fait, le rôle de ces AP, c'est justement de créer et de gérer de façon dynamique justement le rachat notamment d'actions, d'ETF, etc. Et donc là, Goldman Sachs, je vous rappelle, c'est quoi? C'est une banque. Et vous n'avez pas Goldman Sachs qui veut devenir un acteur clé, un AP de ETF Bitcoin Spot de BlackRock Grayscale. Vous avez également JP Morgan et vous avez notre Jane, enfin d'autres banques qui veulent faire pareil. Donc là, on est en train de voir quoi? C'est là où ça devient quand même phénoménal quand on y pense, sur le plan philosophique. C'est que vous avez toutes les banques qui ont craché, et notamment encore c'est le cas, hein, parce que vous avez Jamie Dimon, le PDG de JP Morgan, qui a récemment déclaré encore qu'il était contre les crypto-monnaies, qu'il n'aimait pas le Bitcoin, que c'était pour les criminels. Et donc là, on se retrouve avec ces banques qui deviennent un peu quelque part les intermédiaires qui gèrent la création de ces ETF Bitcoin Spot et qui donc ont la main mise, enfin, plus ou moins, hein, sur le nombre quelque part d'ETF Bitcoin
potes qu'elles vont pouvoir gérer d'un côté et de l'autre. Voilà. Et donc, quand on voit que c'est ça, bah, je me suis dit, les banques ont trouvé finalement le moyen, les gestionnaires d'actifs ont trouvé le moyen de mettre la main mise quelque part sur le Bitcoin, hein, tout simplement. Après, oui et non, hein, je vous rassure, ils ne mettront jamais la main mise sur le Bitcoin en tant que tel, parce que le Bitcoin n'appartient, il est décentralisé. Déjà, ils ne pourront pas. Par contre, c'est la main mise sur une vitrine du Bitcoin, parce que je vous rappelle qu'un ETF, quel qu'il soit, hein, pas forcément Bitcoin, c'est un clone. En fait, c'est un clone virtuel de l'actif, si vous voulez viser. Donc, par exemple, quand vous avez un ETF lié au pétrole, ben, les gens qui misent sur l'ETF lié au pétrole, ils n'achètent pas réellement du pétrole sonnant et trébuchant. Ils achètent un indice corrélé au pétrole. Mais par contre, si demain ils ont besoin de pétrole, ben, le pétrole ne leur appartient pas. C'est-à-dire, eux, ils ont vraiment la valeur de l'argent liée au pétrole, en fait. Voilà. Donc là, c'est un peu ce que je trouve dommage dans ces ETF. Après, c'est bien, ça dépend de quel point de vue on se pose, hein, mais pour les investisseurs, bah, c'est très bien, ça va faire exploser le Bitcoin, on est tous d'accord là-dessus. Il va y avoir une quantité d'argent phénoménale qui va rentrer dans le Bitcoin par voie d'ETF. Même si les ETF Bitcoin sont backups par du Bitcoin physique, forcément, hein, mais ça reste, n'empêche que c'est quand même une vitrine. Et donc, moi, ce que je vois venir, c'est que les gens, les particuliers qui vont être rassurés par les grands noms comme BlackRock, Goldman Sachs et tout, eh bien, ils vont jeter sur les ETF Bitcoin Spot, mais en fait, ils ne posséderont jamais réellement du Bitcoin. Et donc, en temps de crise économique, par exemple, bah, ces gens-là ne pourront jamais mettre ces ETF Bitcoin dans leur portefeuille Ledger. S'il y a les banques qui coulent demain, comment ils font? Bah, ils perdent leur... vu que c'est géré en plus par les banques, hein, bah, ils perdront leur Bitcoin, puisque leurs Bitcoins sont en fait liés aux banques, quelque part. Voilà un peu ce que je vois venir, moi, en termes d'inconvénients pour ces ETF Bitcoin Spot. Mais après, on est d'accord que c'est quand même une bonne chose parce que ça va légitimiser, ça va un peu légaliser le Bitcoin en tant que tel, puisque les banques vont en fait bah, pouvoir le mettre un petit peu, vont pouvoir se toucher des grosses parts du gâteau, quelque part. Bon, les amis, je trouve quand même intéressant hein, ce qui est en train de se passer. C'est un peu du délire quand même. Hein. C'est là, 2023-2024, on n'arrête pas d'enchaîner les événements de fou. Et sinon, ensuite, j'ai un autre article, donc dernier article pour la route sur l'actualité crypto, donc de Coin Academy. Donc là, c'est Bitcoin. Michael Saylor vend 216 millions d'actions enfin de dollars, hein, d'actions de MicroStrategy pour acheter du Bitcoin. Donc lui, c'est un maximaliste vraiment de Bitcoin à fond, hein, parce qu'il est prêt même à vendre presque toutes ses actions, on dirait, d'entreprise pour acheter toujours plus du Bitcoin. Donc, en tout cas, ça, c'est des bons signes. Hein. On voit pour début d'année 2024, on voit que tout le monde, en fait, parie sur une hausse, évidemment, hein, avec le cycle du bull run du Bitcoin qui arrive, mais surtout sur les ETF, on imagine, Bitcoin Spot, qui vont être approuvés, validés par la SEC. C'est un peu ce que parie Michael Saylor en vendant ses actions de MicroStrategy pour acheter du Bitcoin. Plutôt évident. Moi, les amis, après, on reste prudent, hein, je vous le dis toujours. On ne sait pas trop quand même, on peut avoir des surprises sur tous ces niveaux-là. Allez, je continue avec cette fois, donc je vais passer maintenant aux actualités économiques, les amis. Et donc la première information de latribune.com.fr. Rebond surpris de l'inflation en décembre, les prix de l'énergie pointés du doigt. Donc l'inflation en France a légèrement sursauté à 3,7% sur un an en décembre, après 3,5% en novembre, selon l'INSEE. Donc là, c'est marrant parce que c'est exactement ce... je me jette des fleurs un peu, mais là quand même, c'est exactement ce que je vous disais dans la dernière vidéo que j'ai faite, donc il y a 2 semaines. L'actu crypto, donc numéro 55, vous pouvez la voir, hein, vous pouvez la revoir, vous verrez ce que je vous disais. Où quand on avait Bruno Le Maire qui disait que la crise inflationniste était derrière, je disais on se fout de notre gueule. Clairement, il se fout de notre gueule parce que comment il peut dire ça alors que on n'est on n'est pas du tout sorti de l'auberge et qu'on n'est pas encore sorti de la hausse des taux directeurs. C'est-à-dire que là, on a des taux directeurs qui sont encore très hauts. Donc, ça veut dire comment on peut dire qu'on est sorti de la crise inflationniste alors qu'on est toujours dedans, en fait. Parce que tant que vous avez des taux directeurs qui sont très élevés, eh bien, vous avez une contraction de l'économie, un ralentissement de l'économie extrêmement fort. Donc, ok, vous arrivez à réduire l'inflation mathématiquement, mais vous créez une récession et une crise économique peut-être pire que le mal au final. Donc, ça, je vous disais, on se fout de notre gueule quand on nous dit ça,
Et puis surtout, c'est qu'on n'est pas sorti de la montée des prix. J'avais déjà fait même carrément une vidéo là-dessus. Je pense que je vais vous la mettre là, là. Je vais vous la remettre. Enfin, je vous la mets là, je vais vous la représenter. C'était vraiment il y a quelques mois où je vous disais on est peut-être dans un autre deux de pic d'inflation, exactement comme on a connu durant le choc pétrolier de 1973. C'est-à-dire qu'on avait connu exactement un premier pic d'inflation de 10% comme on l'a eu là en 2022. On a eu une vague de stabilité où tout est redescendu en termes d'inflation grâce à la hausse des taux directeurs. Et puis on avait une deuxième vague d'inflation qui était pire encore que la précédente. Voilà. Donc je vous disais, on verra bien, mais moi je pariais plutôt sur une reprise de l'inflation. Et donc là, quand on voit qu'il y a une reprise un petit peu de l'inflation, 3,7%, bon, c'est pas grand-chose, hein, on peut dire ça comme ça par rapport à 3,5%, mais c'est quand même pas bon signe parce qu'on a quand même des taux directeurs qui sont très élevés. Donc ça veut dire que ça ne suffit pas en fait. Un taux directeur, malgré le fait qu'il soit très élevé, bah, on a quand même une inflation qui est capable de repartir à la hausse à cause des prix de l'énergie. Et donc là, on rigole, parce que ça veut dire que c'est quoi qui fait remonter l'inflation? Bah, c'est la crise énergétique liée au conflit Russie-Ukraine, comme d'habitude. On en revient en fait à la base, hein. C'est-à-dire qu'on a pris des sanctions contre la Russie et on se reprend ces sanctions en fois 1000 dans la figure. Bravo à nos gouvernants, mais après ils ont réduit la crise inflationniste. Bravo à Bruno Le Maire, apparemment, qui s'auto-congratule. Donc on va applaudir, hein, forcément, parce que Pêcheur, il serait tout seul à s'applaudir sinon. Bon, voilà, vous avez compris, hein, les amis, c'est le bordel. Et sinon, on continue. J'ai un dernier article sur l'actualité économique ou avec les échos. Donc, la Fed douche les espoirs d'une baisse des taux dès le premier trimestre, donc 2024. Donc, je rappelle que la Fed, c'est la Réserve fédérale américaine, donc c'est la Banque centrale américaine. Et effectivement, ce que je vous disais, c'est que là, on n'est pas prêt en plus d'avoir une baisse des taux directeurs. Ils vont rester encore assez hauts, au moins pour début 2024. Et en plus, quand on a une reprise de l'inflation apparemment plus ou moins en France, même en Europe, pour décembre, ben, à mon avis, la Banque Centrale Européenne ne va pas non plus baisser ses taux directeurs, ce serait une folie. Donc on n'est pas du tout sorti de l'auberge au niveau de l'inflation, c'est une évidence. Et donc surtout, ben, moi, ce que je vous dis là, c'est un peu un pronostic, hein, mais je pense que ça ne suffira pas de toute façon parce qu'on a un autre problème que l'inflation, c'est la crise des dettes et donc la crise de la valeur de nos monnaies fiat. Et donc là, je vais vous montrer un petit peu les monnaies fiat. Hop, je vais vous montrer. Donc là, je suis sur un article sur Boursorama, hein, tout simplement. Je ne suis pas allé très loin pour voir la valeur de l'euro par rapport au dollar. Je crois que j'avais déjà montré cette courbe, hein, mais là, je la remonte pour la remettre à jour il y a quelques mois. Et donc, regardez, donc là, j'ai pris sur 20 ans, non, sur 10 ans, pardon. Donc, sur 10 ans, la valeur de l'euro par rapport au dollar a perdu 20%. L'euro a perdu 20% par rapport au dollar. Et regardez, la courbe est clairement descendante. Hein, on peut le voir. Et là, depuis, on va dire, tout 2023, on a quand même une stabilisation. Mais pour combien de temps? Et c'est là où moi je me pose la question. Alors, est-ce que l'euro va repartir à la hausse ou va repartir à la baisse? Ben, moi, je peux vous dire déjà, je pense qu'il va repartir à la baisse parce qu'on est dans une situation en plus où par rapport aux autres années, on a vraiment une crise géopolitique, une instabilité énergétique. On l'a vu avec l'inflation qui repart en France à cause de l'énergie. Donc je pense qu'on va en plus, sur le sol européen, connaître une nouvelle crise de la valeur de l'euro par rapport au dollar, ou même de la valeur de l'euro tout court. Et en plus de ça, non seulement on perd, la valeur de l'euro perd par rapport au dollar, mais en plus, le dollar, lui, perd sa valeur dans le temps, en tant que valeur intrinsèque. Et pour ça, je me base sur, là, je suis sur Bullion by Post, sur un site où vous pouvez acheter et vendre de l'or, en fait, de l'argent, et regarder la valeur en fait de l'or par rapport au dollar. Là, j'ai pris sur 30 ans. Et donc, regardez sur 1 kg d'or, hein. Donc là, pour 1 kg d'or, regardez le prix. Donc, au 9 juin 1970, alors en 1970, en juin, vous pouviez acheter 1 kg d'or à 1141 dollars. En 2024, on a atteint un nouveau record historique d'ailleurs, il n'y a pas longtemps. Jamais vécu, hein, jamais connu dans l'histoire de l'humanité au niveau de l'or. Et regardez, aujourd'hui, on est à peu près à 65 000 dollars, 66 000 dollars pour 1 kilo. C'est-à-dire que, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'en 30 ans, le, le cours du dollar, en fait, a été divisé par près de 60.
Puisque là, on peut se dire que c'est l'or qui prend de la valeur. Mais en fait, c'est pas le cas. C'est plutôt le dollar qui perd de la valeur par rapport à l'or. Et c'est pour ça que du coup, il faut plus de dollars pour acheter de l'or. C'est ça que ça veut dire. Parce que l'or, c'est voilà, la valeur refuge universelle qui a traversé les milliers d'années. Donc, c'est pour ça qu'on, quand on veut calculer la valeur d'une monnaie fiat, on la compare toujours par rapport à l'or réellement, parce que c'est là, c'est à partir de là qu'on connaît vraiment le cours de l'évolution de la valeur de cette monnaie fiat. Et là, quand on voit la courbe du dollar, ça fait peur. Et nous, l'euro, on perd encore plus de valeur par rapport au dollar, on l'a vu, je vous l'ai montré juste avant avec la courbe sur Boursorama. Donc tout ça signifie qu'en fait, on est en train de vraiment là, je pense, après c'est mon avis personnel, je peux me tromper, hein, je vous dis, j'ai pas la science infuse, mais juste en lisant pas besoin d'aller très loin, hein, sur Internet, tous ces événements-là, tous les courbes, les statistiques, les courbes des prix et tout, des valeurs de monnaie fiat, on voit qu'en fait, on n'est pas sorti de l'auberge. C'est-à-dire qu'on a une inflation qu'on a l'impression de subir là, très fortement depuis 2 ans. En fait, on la connaît depuis 30 ans, même plus, 40 ans. Parce que la vraie crise de fond, c'est la crise des dettes, premièrement, et surtout la crise de la chute de la valeur de nos monnaies fiat. C'est pour ça qu'il est hyper important, à mon sens, de diversifier un peu son bag. Alors, je rappelle que je ne suis pas un conseiller financier, hein, ni en investissement, très important, mais il est très important à mon sens, d'avoir sa cagnotte d'or et d'argent physique, avec une valeur refuge sûre à 100%, mais en même temps, l'or et l'argent physique, vous ne pouvez pas faire grand-chose hein, pour le troquer, machin, donc c'est un peu compliqué. Donc à côté, garder une cagnotte banque, c'est-à-dire avec de l'euro ou du dollar, même si ça se pète la figure, bon bah c'est pas grave, au moins vous avez votre cagnotte, qu'on ne sait jamais. Votre cagnotte Bitcoin avec les crypto-monnaies, là aussi, pourquoi pas. Et sa cagnotte, pourquoi pas immobilière et même action boursière. Mais après, action boursière, moi je suis de moins en moins chaud parce que je pense que là 2024, si on a une crise, on aura la première chose, c'est un crash boursier. Donc est-ce que les crypto-monnaies vont survivre à un crash boursier? On verra. Parce que je rappelle que le Bitcoin n'a pas subi de véritable crash boursier, parce qu'il a été créé en 2009, c'est-à-dire après la crise des subprimes de 2008. Donc il n'a pas vécu de véritable crash boursier, à part celui de 2020, mais celui de 2020 a été extrêmement bref, parce que ça a été le confinement. Donc à voir. Donc là, peut-être ça va être l'heure de vérité également pour les crypto-monnaies si on a un crash boursier en 2024, donc crash tout court, hein. Où on en est, je veux dire. Voilà. Donc en tout cas, au niveau des solutions, enfin, on voit bien qu'il y en a, hein. Les solutions, c'est pour se protéger de tout ça, c'est surtout l'or et l'argent physique. On le voit bien bah, au niveau de la courbe que je vous montre à l'écran, hein. Enfin, clairement. Voilà les amis, mais sinon, bah, du coup, c'est pour ça, heureusement qu'il y a des solutions à ce niveau-là, au niveau financier. Donc écoutez, hop, je vous mets en grand. Sinon, bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu quand même, cette petite émission de l'actualité crypto, donc numéro 56. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, ça fait toujours plaisir d'avoir plus d'abonnés sur la chaîne. Mais même là, je vous remercie tous hein, parce qu'on est là, on est bientôt à 600 abonnés, on est pas mal sur la chaîne. Voilà, donc avec un grand merci du cœur hein, pour votre soutien, les amis, ça pousse à continuer. Et puis sinon, bah, écoutez, on donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, la semaine prochaine pour la prochaine actualité crypto. Et puis encore, bonne année 2024. Et puis voilà, allez la bise, ciao, prenez soin de vous.